Alors, samen met Eglantine zijn we op Work and Inclusion aan het werken. Dus Eglantine en ik zullen de webinar begeleiden. Nous allons donc faire ce webinaire en bilingue, français-néerlandais, considérant que chacun peut parler sa langue et considérant aussi que chacun comprend les autres langues. S'il y a le moindre souci, on peut toujours par après vous aider à comprendre. Ou bien dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Dus de chat zal ook altijd open blijven. Aarzel zeker niet om vragen daarin te stellen. Dus jullie zien hier onze focus areas bij de Shift. We hebben 4 focus areas waarop we werken. Biodiversiteit, klimaat, human rights en due diligence. En work and inclusion, waarop we vandaag dieper zullen ingaan. Binnen work and inclusion werken Eglantine en ik over diversiteit en inclusie, waarop we ook een leren netwerk binnenkort starten. En vandaag gaat het meer rond work en employee at the heart of new modes of governance. Alors, als u hier vandaag bent, is dat omdat u ook waarschijnlijk vragen hebt over werknemersparticipatie en werkersparticipatie eigenlijk. Waarschijnlijk vraagt u zich af wat de plaats van de mens is in uw organisatie. U denkt blijkbaar aan welzijn op het werk en de betekenis die ieder van ons zoekt en vindt, hopelijk, in ons werk. En effet, ce sont les talents qui font tourner notre économie et il est primordial de remettre l'humain au cœur de notre économie. Il est crucial de tenir compte de ceux qui apportent chaque jour leur talent et leur force de travail et de leur permettre de trouver un sens et veiller à leur accorder une juste place au sein de la structure organisationnelle. Par ailleurs, toutes les grandes révolutions, qu'elles aient été humaines ou technologiques, ont été menées et initiées grâce au génie humain. Et donc nous avons tous besoin d'innovation et de créativité pour faire face aux enjeux actuels, assurer la transition vers un monde plus durable et atteindre les objectifs de développement durable. Et c'est pour ça que plusieurs voix s'élèvent pour impliquer davantage les travailleurs dans le processus décisionnel des organisations. Et donc aujourd'hui, à travers des témoignages et sans se positionner par rapport à différentes écoles, nous avons voulu vous montrer qu'il existait plusieurs façons de tendre vers cet objectif commun. Via dit programma zullen wij dus ook onderzoeken hoe het menselijk potentieel binnen organisaties kan worden ingezet om maatschappelijke en milieuuitdagingen aan te gaan. Hoe je in je organisatie een klimaat kan scheppen dat bevorderlijk is voor innovatie om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Op agenda van vandaag zullen we dus verschillende getuigenissen hebben. We zullen met Hannes Holbeck beginnen van SERA rond coöperaties, werkerscoöperatie. Diane Feinstein van Nestlé België zal ook uitleggen wat ze geïmplementeerd hebben binnen Nestlé. Anne-Sophie Noël vanuit Partenaire Professional, ook een interessante getuigenis. En Isabelle Dubois zal ook helpen om even terug te komen op die verschillende getuigenissen en dan een beetje context geven over participatief management. En jullie zullen uiteraard ook nog genoeg tijd hebben om uw vragen te stellen. Maar dus aarzel niet om uw vragen alvast in de chat te zetten. Si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à déjà les poster dans le chat. We beginnen eerst met Hannes van SERA. Ik laat u graag het woord. Goedemorgen allemaal. Het is nog vroeg op de ochtend.
Misschien niet voor iedereen, maar toch voor sommigen. Dus dacht ik, laten we eens beginnen met een spelletje. En het spelletje heet Zoek het verschil. U kent dat wel, u krijgt dan links een foto en rechts een foto. En u moet dan vaak 10 verschillen zoeken. Wel, omdat het nog vroeg op de ochtend is, maken we het onszelf gemakkelijk. Zoeken we 1 verschil. U ziet links een foto, een koersfiets van Giant. U ziet rechts een koersfiets van het merk Orbea. Wat is dan het verschil? Wel, blijkbaar niet het product as such. Het zijn alle 2 koersfietsen die enorm gewaardeerd zijn op de markt door de koersliefhebbers. Wat is wel het verschil tussen beide fietsen? Wel, een van de grote verschillen is toch wel het aanlouderschap, het eigenaarschap van die 2 ondernemingen. Namelijk, Giant is een van oorsprong Taiwanese bedrijf dat ondertussen beursgenoteerd is. Dus eenieder die een bepaalde ROI verwacht op die aandelen in Giant, die kan daar aanlouder van worden. Orbea is toch wel een totaal ander verhaal. Orbea maakt deel uit van de Baskische groep Mondragon, zo'n groep van zo'n 100 werkerscoöperaties, waar Catherine ook al naar verwees, of mij zo introduceerde waar ik het over ging hebben. En dat zijn dus 100 bedrijven, waarvan 90 heel hoog industriële activiteiten hebben. Ze maken liften, bijvoorbeeld de Koopman-liften hier in België is een van hun producten. Ze maken huishoudtoestellen, heel veel innovatie dat daar ook bij te pas komt. En op 2 na, al die ondernemingen, die 100, hebben dezelfde governance, dezelfde eigenaarschap, namelijk het zijn louter de werkers, de werknemers, de medewerkers die daar de aanlouders over zijn. En daar wou ik het dus even met u over hebben in het thema van deze ochtend, werknemersparticipatie. Want het is namelijk zo dat Catherine en Eglantine mij gevraagd hebben om in 10 minuten, wat echt voor mij een mission impossible is, maar ik ga toch mijn best doen, toe te lichten heel vlug wat coöperatief ondernemen is en dan uiteraard vooral stil te staan bij werkerscoöperaties. Zoals Catherine zei, mijn naam is Hannes Hollebek en ik werk voor Sera. Sera is een coöperatie, ook zelf, van zo'n 400.000 Belgen. 400.000 Belgen die aandeelhouder zijn geworden omdat Sera 3 doelen heeft. Namelijk onze erfenis als coöperatieve bank verankeren. Vandaag is dat KBC. Het zorgen voor voordelen voor onze 400.000 venoten via de samen aankoop van allerlei producten en diensten. En 3 maatschappelijke impact realiseren. Wat gebeurt op 3 duidelijke thema's. En een van die thema's is coöperatief ondernemen. En voor dat team werk ik dus. Wij geven advies en vorming over coöperatief ondernemen, in het kort gezegd. Over naar de orde van de dag. Coöperatief ondernemen, wat is dan nu eigenlijk een coöperatie? Wel, ik ga dat proberen in 3 minuten toe te lichten. Voor mij een grote uitdaging. Een coöperatie, dat zijn ondernemingen, dat zijn personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die zich verenigen om een gemeenschappelijke behoefte in te vullen. Die behoefte die kan allerlei zijn. Dat hangt uiteraard, wordt dat bepaald door de groep. Maar zij gaan die behoefte invullen door middel van een onderneming. Een onderneming waarvan zij de eigenaar zijn, die zij democratisch controleren. Dus wat er heel centraal staat bij elke coöperatie is dat alles vertrekt vanuit een doel. Dat doel dat staat centraal in de onderneming, daar gaat het over, daar wordt aan gewerkt, daarvoor wordt men eigenaar. Een doel, een bepaalde nood of uitdaging die de markt of de staat niet invult, of toch niet naar behoren invult, en waarvan groepen van mensen zeggen, oké, dan doen we het zelf. We gaan het heft samen in eigen handen nemen en we gaan zelf een onderneming oprichten die voor ons die gemeenschappelijke behoefte gaat invullen. Dat gegeven dat zorgt ervoor dat men als aandeelhouder, coöperant, vennoot, hoe je het ook wilt noemen bij een coöperatie, minstens 3 relaties heeft als aandeelhouder. Men is veel meer dan enkel aandeelhouder. Men stapt daarin omwille van het doel. En omwille van dat doel is het zo, om die gemeenschappelijke behoefte in te vullen, dat zij daar ook heel vaak een economische relatie mee hebben. Namelijk, zij zijn daar klant van, leverancier of werker. En zij vinden die onderneming zo belangrijk dat zij daar ook de eigenaars van zijn, ook de aandeelhouders van zijn. En dat is toch wel iets heel uniek aan de coöperatie. Dat vind je in geen enkele ander ondernemingsmodel, namelijk dat een bepaalde groep van shareholders de eigenaars zijn. En dat zorgt ervoor dat dat doel zo centraal staat en kan ook staan. Het rendement in een coöperatie is er uiteraard ook. Men wordt daar niet zomaar aandeelhouder van, maar dat rendement zit hem voornamelijk in uw transactie. Dat ga ik dadelijk proberen toe te lichten aan de hand van een paar voorbeelden. En omdat dat doel zo centraal is en de shareholders, een bepaalde groep van stakeholders ook de shareholders zijn, is ook die zeggenschap helemaal anders georganiseerd. Die governance is helemaal anders georganiseerd.
helemaal anders toch voor een stukje. We hebben nu niet de tijd om daarbij stil te staan, maar dat is toch ook wel iets uniek aan die coöperatie. Hè. Dat zijn de 3 relaties die men heeft als coöperant-vennoot van zo'n coöperatie. En u hebt het hopelijk al gehoord, hè? Een coöperatie is eigenlijk als onderneming op grote stukken niet zo anders dan andere ondernemingen. Daarmee gaf ik ook dat voorbeeld van Orbea versus Giant. Hè. Dat zijn alle 2 fantastisch goede koersfietsen. Enkel is daar iets anders aan. En wat is daar anders aan? Wel, alles vertrekt vanuit de vennoten, de coöperanten, die een bepaald doel voor ogen hebben en dat zo willen realiseren. Hè. En daarom delen wij met Sera coöperaties in 4 grote types van coöperaties, die ik nu heel even snel ga overlopen en voornamelijk uiteraard wil stilstaan in functie van het thema van vandaag, van deze ochtend, bij de werkerscoöperaties. Hè. Een eerste zijn ondernemingencoöperaties, noemen wij dat. Dat zijn zelfstandige KMO's, organisaties, VZW's, hè, die een deel van hun bedrijfsvoering samen doen. Hè. Dus zij behouden hun eigen onderneming, hun eigen organisatie, maar een bepaald deel gaan zij samen doen. Hè. Het type voorbeeld daarvan komt uiteraard uit de land- en tuinbouw. Hè. Land- en tuinbouwers die hun eigen onderneming hebben, maar die samen een gedeelde onderneming hebben, een coöperatie, om bijvoorbeeld samen te gaan vermarkten. Hè. Of om hun product samen te verwerken. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de Bruggekazen, dat is een product van de coöperatie Milkobel. Ook retailers, hè, handelaars, KMO's, hè, die elk hun eigen onderneming hebben, maar die voor een bepaald aspect, hè, distributie, samen aankoop, communicatie, hè, bijvoorbeeld de drankhandelaars van Prik en Tik of de bouwmaterialen, de bouwhandelaars van Meno, hè, samen die coöperatie hebben om zo sterker te staan in de markt. Hè. En uiteraard eindigt het niet bij retail en land- en tuinbouw. U vindt ze ondertussen in tal van andere sectoren. Een heel interessant voorbeeld, ook misschien in het thema van vandaag, hè, is CoopCycle. CoopCycle is een Europese federatie van tientallen werkerscoöperaties in Europa. Eigenlijk werkerscoöperaties couriers. Hè. Eigenlijk als tegenantwoord ten aanzien van de platformreuzen, Uber en Deliveroo, u kent ze wel allemaal. Wel, CoopCycle die zorgt ervoor dat die werkerscoöperaties kunnen functioneren in die markt, dat die kunnen hun positie hebben, namelijk door die IT die zoveel kost, hè, samen te bundelen in die Europese coöperatie. De consumentencoöperaties, burgercoöperaties, is een tweede type van coöperatie. Die is waarschijnlijk het meest gekend. Hè. Burgers die zich organiseren in een coöperatie om een bepaald goed dat er niet is op de markt te brengen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de energiecoöperaties, uiteraard vandaag bijzonder relevant. Hè. Tijdstip kan niet beter zijn voor hun, denk ik dan. Maar ook andere zaken, hè. Om goedkoper producten te hebben of om betere kwaliteit te hebben, et cetera. Bijvoorbeeld op de woonmarkt zijn in België uiteraard ontzettend veel uitdagingen qua betaalbaarheid en duurzaamheid. Wel, we zien daar verschillende coöperatieve initiatieven ontstaan en Sera ondersteunt die ook, wil daar ook wel echt werk van maken. Een derde zijn de multi-stakeholder coöperaties. Het woord spreekt voor zich, denk ik. Hè. Dat zijn coöperaties in handen van meerdere groepen van stakeholders. Hè. Bijvoorbeeld, ik ben er nu toevallig vandaag in Gent. Het Hinkelspel is hier zo'n bekende coöperatie, een kaasmakerij, waarbij dat de werkers, de leveranciers en zelf een deel van de klanten de eigenaars zijn. Een bijzonder boeiend model ook. Maar ik ben er natuurlijk om het vooral te hebben over de werkerscoöperaties. Hè. Wat zijn werkerscoöperaties? Wel, dat zijn heel simpel ondernemingen in handen van de werkers. En ik zeg bewust de werkers, want of dat dan nu zelfstandigen zijn of werknemers, dat is voor ons een arbeidsrechtelijke, sociaalrechtelijke discussie. Hè. Ik verwees al naar Mondragon in Mondragon bijvoorbeeld, hè, naar Baskisch recht, zijn dat eigenlijk eerder zelfstandigen dan werknemers. Hè. Dat zijn dus ondernemingen waar dat het een grote meerderheid of eigenlijk gewoon alle kapitaal in handen is van de werkers. Hè, waar ook een grote groep van de medewerkers uiteraard op termijn de kans krijgt om ook eigenaar, aandeelhouder te worden. Hè. In België nog niet zo gekend model. Hè. U moet morgen maar eens zeggen tegen uw medewerkers dat ze eerst enkele duizenden euro's moeten investeren om te mogen werken. Klinkt een beetje absurd in België. En toch, de interesse groeit. Hè. De interesse groeit en omwille van 3 verschillende redenen. Hè. De eerste zijn zelfstandigen die zeggen, waarom zouden wij onze krachten niet bundelen in één gezamenlijke onderneming waar we mee naar buiten komen. Hè. Zo is thuisverpleging Meerdaal
gestart met 14, ondertussen een groep van 40 zelfstandige thuisverpleegkundigen die zo opereren. Hè. Maar ook starten ondernemingen die echt geloven in de troeven van die medewerkersparticipatie, hè, van het eigenaar zijn, en die omwille van die reden zo starten. En zo zijn er verschillende, hè. Choco, een communicatiebureau, We&Work, een HR-bedrijf, ik ben het Gentse Bastier, architecten, ingenieurs, etc. En ook heel interessant, hè, want u denkt nu, ja, dat is allemaal mooi en wel uw verhaal, maar wat ben ik daarmee? Ik ben al een bestaande KMO. Wel, ook dat begint te groeien. Hè. Wij krijgen meer en meer vragen van bestaande KMO's die al 20, 30, 40 jaar bestaan en die omwille van de continuïteit van die onderneming, hè, bijvoorbeeld zeker ook bij pensionering van de huidige zaakvoerder, denken aan dit model. Hè. Zo heb ik een paar jaar geleden Stramien begeleid. Stramien is een bureau van zo'n 30 architecten, ruimtelijke planners en landschapsarchitecten. Hè. Klassiek bureau, 3 eigenaars. Wel, vandaag zijn dat er meer dan de 20 van de 30 zijn daar ondertussen eigenaar van geworden. Hè. Waarom hebben Catherine en Eglantine mij gevraagd om dit heel vlug toe te lichten vandaag, denk ik? Wel, omdat het natuurlijk toch wel een bijzonder raakvlak heeft met met medewerkersparticipatie. Hè. Ik denk dat je daar eigenlijk 2 grote assen in hebt in medewerkersparticipatie. Hè. Je hebt het financiële, hè, participatie door de medewerkers in het aan continuums, een as waarbij een bonus het begin van de as is en natuurlijk aandelen, het echte eigenaarschap, natuurlijk een ander uiterste is van die as. Hè. Tegelijk heb je een andere belangrijke as, denk ik, bij medewerkersparticipatie, namelijk zeggenschap. Hè. En zeggenschap dat kan zowel operationeel zijn als strategisch, uiteraard. Daar zullen de andere getuigenissen deze ochtend ongetwijfeld hun verhalen over vertellen. Waar situeren we werkerscoöperaties? Wel, overduidelijk situeren we die op de as van het eigenaar zijn, van het financieel eigenaar zijn bij het echte eigenaarschap. Hè. Zij hebben de aandelen. Hè. Daar zit dat uiteraard. Wat de zeggenschap betreft, sowieso strategisch zijn zij ook bijzonder nauw betrokken, want ja, zij zijn de eigenaars. Operationeel, dat hangt af van de situatie. De meesten neigen uiteraard als werkerscoöperatie ook naar operationele participatie, maar dat hoeft niet zo te zijn. Hè. Bij Mondragon bijvoorbeeld is dat nog vrij klassiek hiërarchisch georganiseerd. Hè. De troeven van dit model, ja, die zijn toch wel echt ontzettend groot. Dat eigenaar zijn door de medewerkers, wel, dat zorgt ervoor dat zij met een andere blik kijken naar hun eigen gedeelde ondernemingen. Bijvoorbeeld, ik ga het een heel kort voorbeeld schetsen. Hè. In Mondragon, hè, bij het begin van 2020, de lockdown, als er minder inkomsten zijn, wel, voor hun is het dan niet meer dan logisch dat zij akkoord gaan met een loonsverlaging van 5%. Hè. Ik weet niet wat aan jullie bedrijven zo makkelijk pakt. Hè. Bij Mondragon is dat uiteraard ook geen fijne beslissing om te nemen, maar zij weten waar het over gaat. Hè. Zij zijn de eigenaars. Hè. Ik ga voor de rest niet ingaan op al die voordelen, hè, maar dat het echt wel aan de orde is. Hè. Dit is een lijstje van Fortune. Met de bedrijven die de wereld gingen gaan veranderen. Het dateert uit 2020, dus ze zijn nogal corona geïnspireerd, maar desondanks staat Mondragon daar toch wel op 11. Hè. Als u daar meer wilt over weten, ik heb een werkje gemaakt over de impact- en succesfactoren van werkerscoöperaties. Hè. U vindt dat online. En dat de interesse groeit, mag wel duidelijk zijn. Hè. Langs de Nederlandstalige kant is er 2 weken geleden dit artikel verschenen in Trends met 3 getuigenissen van 3 werkerscoöperaties, impactadvocaten. Was daar ook eentje van, hè, waarvan deze 2 dames eigenaar zijn, die op een totaal andere manier die advocatuur willen gaan organiseren. Goed, voilà, ik ga het daarbij laten. Ik denk dat ik ongeveer mijn opdracht ben gelukt. Hè. Als u veel meer wilt weten, u weet dat u altijd terecht kan op onze website. Als u echt geïnteresseerd bent, zou ik u echt aanraden om onze startersvorming, de Sera Koopworkshop, te volgen. Daar heb ik geen 10 minuten, maar een halve dag om alle aspecten rond coöperatief ondernemen met u door te nemen. En uiteraard kan u ook altijd deel worden van Sera. Ook daarvoor surft u maar eens naar onze website. Voilà. En dan ga ik nu het woord geven aan de volgende spreker. Dank u wel. Ja, bedankt Anes voor de moeilijke oefening om alles in 10 minuten samen te vatten. Bedankt, dat was super interessant. Maintenant, je vais inviter Diane Feinstein de Nestlé Belgique à nous partager son expérience.
Bonjour à tous. Je vais d'abord essayer de me partager mon écran. Ce sera déjà quelque chose. Où est-ce qu'elle est ma présentation? Voilà. Normalement, ça va arriver. Je perds déjà 1 minute. Aujourd'hui, le gros challenge va être de pouvoir tenir le timing. Vous voyez mon écran? Oui. C'est en mode présentation pour vous ou Oui, ça va? Oui. OK. Donc, en fait, merci d'abord de me donner l'occasion de partager l'expérience qu'on a implémentée chez Nestlé. Donc, merci à l'équipe de Shift. L'objectif était au départ vraiment de retrouver du sens au travers d'un nouveau modèle organisationnel ou d'un modèle différent d'organisation au sein du département. Donc moi, c'est Diane, je suis responsable de tout ce qui est market intelligence et médias chez Nestlé. Et donc, je fais partie du département communication. Et dans ce département communication, nous sommes 4 femmes à nous partager les responsabilités, que ce soit l'e-business, la corporate communication ou bien encore le service consommateur. Donc voilà, c'est un peu le début de mon histoire. Parce que finalement, pour situer un peu le contexte, en fait, on est tous confrontés aujourd'hui à des situations inédites. Donc, c'est le moins qu'on puisse dire. On a vécu le Covid, on le vit encore. Maintenant, on vit la guerre en Ukraine. Et donc, on est tous confrontés à des situations qu'on n'a jamais expérimentées par le passé. Et cela a évidemment un impact sur la manière dont on prend des décisions, la manière dont on interagit. Et c'est important par rapport au modèle organisationnel aussi qu'on met en place dans nos entreprises. Qu'est-ce qui a changé également? Ben, vous le savez tous, et on est là en virtuel et pas en présentiel. Donc, la manière dont on travaille, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en mute. Il y a un fond, c'est pas... Si tout le monde peut se mettre en mute, c'est plus agréable. Merci. Donc, la manière dont on travaille aujourd'hui est évidemment différente de celle d'il y a 2 ou 3 ans maintenant. Évidemment, le Covid a accéléré des tendances qui étaient déjà présentes au préalable, hein. On voyait un changement dans la manière dont on abordait le travail. Chez Nestlé, par exemple, avant le Covid, on travaillait déjà 1 jour semaine à la maison. Le Covid a été un accélérateur par rapport à différentes choses et notamment par rapport à la manière dont on aborde le travail, la place que le travail aussi prend au sein de votre vie. Hein, avant, on partait le matin, on revenait le soir. Aujourd'hui, le travail a peut-être pris une autre place avec le positif et le négatif, hein. Donc, un changement dans la manière dont on travaille, mais aussi un changement sociologique fondamental, je crois aussi, par rapport aux nouvelles générations. Alors, on parle souvent des millennials, mais même les générations qui viennent, en fait, n'ont pas été éduquées comme moi, j'ai été éduquée il y a quand même très longtemps, où on avait une relation avec nos parents qui était quand même totalement différente. Aujourd'hui, si vous avez des enfants ou s'il y a des jeunes collaborateurs dans votre équipe, vous verrez que, en fait, la relation à l'autorité est aussi très, très différente. Ils n'acceptent plus, bah, je suis le chef et j'ai raison. Donc, il y a plus de dialogue, il y a plus d'attente. J'entendais encore ce matin un élément aussi qui nous disait qu'en fait, les jeunes ont une autre relation au salaire. Hein, ce qu'ils attendent d'une entreprise va au-delà de uniquement avoir un bon salaire. Donc, ce contexte qui est, et si je vous cite quelques éléments parmi beaucoup d'autres, ce contexte va évidemment influencer la manière dont on organise nos entreprises. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les modèles organisationnels restent souvent assez classiques. Un bel exemple, et je prends toujours cet exemple, c'est les organigrammes, hein. Quand vous regardez les organigrammes dans vos entreprises, vous avez encore le CEO, le manager, le sous-manager, etc. Et donc, c'est encore un signe que on n'y est pas encore. Alors, il y a des essais de différents modes d'organisation. On parle beaucoup d'agilité, de Scrum, etc., qui sont empruntés finalement à l'informatique, hein. Mais des vrais changements de mentalité, changements de façon de faire,
c'est plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que, si j'ai encore, voilà, je regarde le timing parce que moi, une fois que je suis partie, je peux vous en parler pendant des heures. Donc, je vais essayer de respecter le timing parce que ce que je veux faire aujourd'hui, c'est pas vous donner un modèle théorique, c'est pas vous donner des leçons ou une recette qui marche, c'est plutôt partager mon expérience et partager notre histoire qu'on a construite il y a 3 ans avec Elisabetta, Fabienne, Florence et moi-même. Parce qu'avant tout ça, c'est une histoire de personnes, hein, et donc on oublie parfois un peu qu'il y a l'humain derrière, mais c'est vraiment ça. Donc en fait, comment ça a démarré? On était dans une situation où notre boss de l'époque, Sophie, a eu un changement de fonction. Et on adorait notre boss, donc parce que souvent on nous dit: «Ah, tu as eu de la chance, tu t'es débarrassé de ton boss», mais ce n'était pas du tout la motivation. Donc elle partante, on s'est retrouvés à 4 pour, traiter, les décisions, s'occuper du département un peu ad interim. Et à un moment donné, on s'est dit: «Mais finalement, c'est pas mal la façon dont on fonctionne». Donc, on a fonctionné de manière collaborative. Donc, on prenait les décisions ensemble. On essayait aussi d'implémenter au niveau du département communication une autre façon de faire et surtout de redonner du sens au travail, puisqu'on est tous confrontés à des templates, des process, des tableaux Excel. Et à un moment donné, on peut se poser la question, mais finalement, pourquoi on fait tout ça? Donc, on voulait redonner du sens à l'équipe. Évidemment, il ne suffisait pas d'avoir ce qu'on a appelé la cellule managériale, qui est donc cette cellule de 4 femmes qui travaillent de manière collaborative. On voulait également insuffler ça au niveau des collaborateurs du département. Donc, on a commencé un peu de manière comment dire, improvisé, et on s'est heurté quand même à énormément de difficultés. Il ne faut pas se cacher, ça n'a pas été un chemin facile et on n'y est pas encore aujourd'hui, mais ça nous a apporté une énergie et du plaisir en fait, de pouvoir travailler comme ça. Alors les difficultés qu'on a rencontrées sont des difficultés de tous ordres. Je peux raconter une anecdote, c'est quand on a en fait, communiqué à l'équipe qu'on allait travailler d'une autre manière, qu'on a travaillé de cette manière participative. On a été peut-être un peu brutal. Je me souviens, tout le monde était en rond et on a dit, bon, ben, à partir de maintenant, on va travailler de manière collaborative. Donc, vous pourrez prendre vos décisions, on veut pousser l'empowerment, etc. Et certaines personnes ont été vachement enthousiastes, mais d'autres, on a vu sur leur visage que ça créait de la panique. Ça peut créer de la panique pour différentes raisons, parce que quand on a un manager qui décide, bah, parfois c'est un peu plus facile aussi. Et puis ça a aussi créé des questions. Qui est-ce qui va approuver mes congés? Ça paraît un peu basique, mais pour les gens, c'est important. Et notre assistante, qui était assistante de direction, ben, s'il n'y a plus de direction, je ne suis plus qu'une simple assistante. Donc ça remet aussi en question le statut des gens. Et donc, on avait sous-estimé ça. Et donc, en fait, après quelques années maintenant d'expérience, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas suffisamment expliqué, on n'avait pas suffisamment accompagné. Et donc, ça, c'est vraiment une leçon qu'on a tirée. On ne passe pas d'un modèle classique à un modèle participatif du jour au lendemain, juste en annonçant qu'on va changer de modèle. Donc ça, c'est vraiment important. Ça m'amène au slide suivant, qui est la question du mindset. Le mindset est excessivement important parce que pour pouvoir changer de modèle organisationnel, il faut également changer de culture, changer de mindset. Il faut quelques mots-clés, c'est la transparence. Il faut laisser tomber les masques. Il faut accepter de se montrer comme manager, comme quelqu'un de vulnérable pour que les équipes aussi puissent comprendre qu'elles peuvent être vulnérables. Donc, on veut ouvrir la parole, on veut que la discussion soit vraiment ouverte. On a voulu aussi donner toute une série de possibilités aux équipes de prendre leurs décisions parce que finalement, je prends toujours cet exemple qui est un exemple un peu bateau, mais la personne qui en usine travaille sur une machine est la mieux placée pour prendre la décision sur quelle machine acheter pour remplacer la machine actuelle. Donc, il y a beaucoup de potentiel au niveau des équipes. Ils peuvent aller dans ces directions-là, mais il faut les accompagner. Donc, mindset, c'est vraiment le trust,
la vulnérabilité. Et puis finalement, le Covid nous a aidés aussi, puisque en tant que manager, en fait, l'ancien style de management où on contrôle et on donne les directions, quand les gens ne sont pas là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça nous a vraiment aidés et ça m'amène au point suivant, qui est le rôle du manager, qui est vraiment très, très important. Qui est très important, non pas parce que le rôle du manager est important, excusez-moi, j'étais un peu malade et donc je tousse facilement. Et donc, plutôt parce que le rôle du manager doit se modifier. On n'est plus aujourd'hui dans le manager tout-puissant qui contrôle et qui décide. On va vers un rôle plutôt de coach. Alors, c'est toujours un peu bateau de dire oui, il faut passer à un rôle de coach. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai encore 4 minutes, donc ça va, je peux donner l'exemple. En fait, moi, j'ai une équipe de 2 personnes et on a décidé, avant, on avait un staff meeting, comme on les appelait, où on passait en revue tous les projets. On se disait, tiens, tu en es où? Quand tu auras terminé, etc. On a décidé de arrêter ça et on a conservé notre meeting d'équipe, mais c'est un vrai moment d'échange, de discussion sur des topics, de brainstorming, de partage. Et évidemment, je suis là pour les aider à prendre des décisions, mais je ne vais pas leur dire ce qu'il faut faire, je vais plutôt les amener à prendre leurs décisions. Et ça a été un vrai changement au niveau de l'équipe et vraiment, ça a été quelque chose de vraiment top. Donc, un élément important aussi, parce qu'on n'aurait jamais pu faire toute cette transformation. Et souvent, on nous dit, ah, mais chez Nestlé, une grosse boîte avec les modèles SAP, etc., comment vous avez fait pour changer les choses? Je crois que pour changer les choses, il faut une initiative qui peut venir de n'importe qui, en fait. C'est une initiative qui est venue de nous à l'époque parce que le contexte s'y prêtait, mais il faut surtout un soutien et une ouverture de la direction. Et nous, on a un CEO exceptionnel, Michel Mersch, qui, dès le départ, nous a soutenus à pousser aussi à ce qu'on remette en question certains process, parce que quand on n'a plus de boss, comment est-ce qu'on fait les évaluations? Il y a des choses bien concrètes qui sont mises sur la table. Il nous a toujours soutenus, il nous a challengés, et donc, c'est vraiment important qu'on ait aussi le soutien et même plus que le soutien de la direction et du CEO. Alors, les nouvelles pratiques, évidemment, ça a entraîné la nécessité de revoir toute notre manière de travailler. Je n'ai pas le temps de vous expliquer toutes les nouvelles pratiques qu'on a mises en place, mais on est en train aujourd'hui de faire un travail avec les équipes aussi pour passer d'un modèle où on a des fonctions vers un modèle où on a des rôles et des compétences. Et donc, on fait l'inventaire des compétences qu'on a aujourd'hui, l'inventaire des compétences dont on a besoin pour être en accord avec l'environnement dans lequel on travaille aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, on est bombardé d'informations, on doit réagir vite, etc. Donc, on est en train de changer pour travailler plus au niveau des rôles et des compétences et par rapport au projet, aller chercher les compétences chez les personnes qui sont les mieux à même d'y répondre. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'il faut toujours apprendre, hein, et que rien n'est, il n'y a pas une recette miracle qu'on peut implémenter du jour au lendemain. Mais surtout, ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il faut un cadre clair. On a commencé avec un peu sans cadre. Il faut expliquer pourquoi on fait les choses et comment on va les faire. Parce que les modèles participatifs, ce n'est pas le chaos en fait. Et on a un peu été confronté au début au chaos où chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et donc, on a vraiment pris conscience qu'il fallait être beaucoup plus clair sur le cadre et expliquer qui peut prendre quel type de décision, être beaucoup plus ouvert sur la vision, la mission. On l'a fait ensemble, mais ce n'était pas toujours très clair. Donc, on a manqué de clarté et je crois que ça, c'est vraiment important. Si on veut que tout le monde monte dans le bateau, il faut vraiment être clair sur l'objectif et sur la manière dont on va travailler. Ce qu'on a appris aussi, et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça va au-delà de juste des pratiques ou des modèles organisationnels. C'est aussi la manière dont on va recruter les collaborateurs.
Au moment où on a commencé cette expérience, je devais recruter 2 personnes dans mon équipe. D'habitude, comme je m'occupais des études, hein, donc j'allais chercher des profils de personnes qui avaient, par exemple, 2 ans d'expérience dans un bureau d'études et c'était ça mon premier critère. J'ai décidé de changer, de me dire finalement, ce qu'on a besoin, c'est évidemment des gens qui ont des capacités d'analyse, mais surtout des gens qui ont des soft skills particulières. Et donc, j'ai pris 3 critères. Il fallait que les personnes que j'allais engager aient tout d'abord soient passionnées, soient curieux et aiment le changement. Et j'ai engagé les 2 personnes qui étaient dans mon équipe, Thibaut et Isaline, comme ça, et ça a été une équipe, un boulot fantastique et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et bien sûr, ils sont aussi très bien en analyse et dans les expertises qu'il me fallait, mais c'est vraiment un mindset, c'est vraiment une façon de revoir les choses et de faire les choses comme différemment pour pouvoir avancer ensemble parce que finalement, et en conclusion, j'irai là-dessus, c'est une expérience humaine, hein, c'est des personnes et on a appris à mieux se connaître et à à mieux appréhender la richesse de chaque personne et je crois que c'est ça qui est clé aussi, c'est de se dire, bah, finalement, on est là pour travailler, mais on est aussi là pour prendre du plaisir au travail et pour travailler ensemble et c'est un peu ça qu'on a voulu, comme premier objectif, heu, d'organisation. Voilà, je vous ai mis mon adresse email. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn aussi si vous voulez plus d'informations parce que c'est vraiment pour moi aussi un challenge de résumer 3 ans riches en expérience en 15 minutes. Donc voilà, je vous remercie et j'espère que ça vous a intéressé et inspiré. Merci Diane et merci également à toi d'avoir relevé ce challenge de partager tant d'expériences en 15 minutes. Et merci pour ce témoignage authentique et plein d'apprentissage. Voilà, je pense que tu as montré, comme tu disais, la vulnérabilité en étant vrai. Donc maintenant, on va donner la parole à Anne-Sophie Noël de Partenat Professionnel qui va également nous partager ses expériences de la transformation. En n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Voor iedereen, als jullie hebben vragen voor Annes, sorry, Jan of voor de anderen, aarzel niet aan de chat te gebruiken. Merci, Églantine. Est-ce que je dois arrêter, excuse-moi, est-ce que je dois arrêter de partager ou bien vous pouvez prendre le contrôle? Tu peux arrêter de partager. Parce que moi, j'ai volontairement pas prévu de slide. Ah oui, OK. Parce que Voilà, j'enlève les miens alors, excuse-moi. Normalement, ça devrait aller. Défenseur du fait d'être ensemble et donc même derrière un écran. Je préfère voir les gens que voir mon PowerPoint, raison pour laquelle je n'ai pas préparé de présentation. Je m'appelle donc Anne-Sophie Noël, je suis responsable de la communication interne et corporate pour le groupe Partenat Professionnel. Églantine l'a bien signalé, elle n'a pas dit Partenat Mut, alors qu'on nous confond très très souvent. Donc Partenat Professionnel, juste pour être sûr, c'est quoi? Eh bien, c'est un groupe de 1500 employés qui sont répartis sur l'ensemble du territoire belge, donc c'est francophone et néerlandophone, en 28 agences et on travaille à la fois avec les starters, les indépendants, les entrepreneurs pour quelque part les aider à lancer leur business, à développer leur business. Et donc, il y a différents groupes de collègues qui les accompagnent et qui les soutiennent au quotidien. Donc, on parle de 135 000 indépendants, on parle de 81 000 entreprises et on parle d'un chiffre d'affaires de 195 millions. Ça, c'est un peu pour le cadre. Et l'avantage de passer en troisième, c'est le fait de pouvoir compléter, mais aussi nuancer certains éléments qui vous ont déjà été présentés par les 2 premiers testimonials. Et le premier élément qui pour moi est important, c'est le rôle du CIO.
Parce que de mon point de vue, c'est plus qu'un soutien dont on a besoin du CIO, mais c'est vraiment d'une prise d'initiative et c'est d'une prise de décision. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé chez nous, puisqu'en 2017, le CIO et le député CIO de l'époque, donc Alexandre Cliven et Michel Allais, font le choix de la gouvernance collaborative, font le choix de quitter le modèle organisationnel pyramidal pour que l'ensemble de l'organisation entre en gouvernance collaborative. Et donc, c'est un statement qui est porté par la direction, mais immédiatement, qui est confié aux gens de terrain. Et c'est, je pense, une des clés de la pertinence et de la réussite de notre modèle. C'est-à-dire qu'immédiatement va être créé un groupe de 20 collaborateurs à parité égale hommes, femmes, francophones, néerlandophones, des jeunes dans l'organisation, des moins jeunes dans l'organisation, des jeunes en âge, des moins jeunes en âge. Et donc, on a un groupe assez représentatif de l'organisation qui va réfléchir à la manière avec laquelle nous sommes organisés et qui va arriver avec des propositions concrètes. Ça veut donc dire que les propositions vont directement être extrêmement nourries de la réalité du terrain et ça va donner évidemment une force et une pertinence au modèle, même si ça n'empêchera pas le modèle d'être ensuite nuancé, amendé, amélioré par d'autres parties prenantes de l'organisation. Alors, quelles étaient les raisons et les motivations pour lesquelles ce choix de transformation organisationnelle est fait en 2017? Il y a à la fois des raisons internes et des raisons externes. La raison interne, c'est le fait qu'on avait un turnover qui était important et qu'on avait dans les feedbacks de sortie, on avait des collaborateurs qui quittaient l'entreprise, entre autres choses pour une question de sens. Et donc là, je rejoins évidemment ce que Diane vient d'expliquer, mais également pour une question de silo. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, on travaille pour les starters, pour les indépendants, pour les entrepreneurs, et jusqu'il y a peu, voire encore un petit peu maintenant, mais tout ça a été organisé de manière très silotée et avec très très peu de porosité entre les différents départements, ce qui pouvait engendrer un poids et engendrer même une lassitude de la part de certains collaborateurs. Et donc, il y a immédiatement ces raisons internes qui vont être couplées à des raisons externes qui, quelque part, sont un peu les mêmes. C'est-à-dire que si on travaille de manière silotée en interne, inévitablement, le client, on va nous ressentir également de manière silotée. Et donc, ça veut dire que Partena a un panel de services et de produits qui est extrêmement large, mais quelque part, le client n'en profitait pas parce que s'il rentrait par la porte secrétariat social, on ne lui parlait que secrétariat social et pas assurance complémentaire, par exemple, ou inversement. Et donc, quelque part, le client était victime également de notre organisation interne. Et donc, on a un système qui tourne sur lui-même, c'est-à-dire que l'interne influence l'externe, qui influence l'interne, et ainsi de suite. Et donc, cette transformation culturelle interne, elle vise évidemment à transformer le vécu des collaborateurs au quotidien, mais avec une orientation client qui est évidente et qui est posée dès le début. Alors, je vais juste vous partager un très court film qui vous montre les 4 mots-clés de la transformation externe, et puis je viendrai sur les 4 mots-clés de la transformation interne. Je vais juste essayer de bien faire ça. Et donc, hop. Et normalement... S'adapter pour mieux répondre à vos besoins en toutes circonstances. Plus de transparence entre nous pour une meilleure collaboration avec vous. Plus de coordination pour plus de solutions. Plus de coopération pour plus de rapidité et d'efficacité. Notre organisation évolue et notre objectif commun reste le même, votre satisfaction. La gouvernance collaborative, notre nouvelle harmonie. Partena Professional. Entreprendre avec les entrepreneurs. Voilà.
Donc c'était rapide, je peux les partager après. Et het filmpje bestaat ook in het Nederlands, dus misschien zal ik beide versie doorsturen naar mijn presentatie. Mais donc les 4 mots-clés, c'était la flexibilité, la proximité avec notre client, le digital et l'agilité. Je pense que le film est rapide, mais dans la voix off, on explique clairement ce lien interne-externe. Alors, comment est-ce que l'on a construit cette transformation, qui est vraiment une transformation de l'ensemble de l'organisation? Ben, on n'a pas joué aux apprentis sorciers, donc on a un partenaire externe qui s'appelle Fusis, qui nous a accompagnés dès le début. Et on va aussi créer une équipe de transformation interne. Et donc, on va vraiment créer une équipe, là aussi, interne-externe, pour accompagner tout le monde. On va travailler avec des premières équipes pilotes dès 2019. Et ces équipes pilotes, elles vont être accompagnées et évaluées au début, au milieu et en fin de leur processus de transformation pour à la fois nourrir et faire évoluer le modèle que l'on met ensuite aux deuxièmes équipes pilotes. Puis, début 2020, c'est le début de la pandémie, mais chez nous, c'était aussi prévu le début de la transfo et on l'a maintenu malgré la transformation. Parce que, et je vais y arriver après, parce qu'on a toujours pensé que la transformation, dans un sens, c'est un peu comme un sparadrap. Quand il faut l'enlever, il faut l'enlever et il faut aller vite. Parce qu'au plus on va tirer lentement, au plus les résistances vont pouvoir, elles aussi, prendre de la place et ce n'est pas l'objectif. Et donc, il y avait cette idée d'avancer malgré la crise. Et à la fin de cette année 2022, eh bien, l'ensemble des 1500 collaborateurs auront quitté le modèle pyramidal pour la gouvernance collaborative. Ce n'est pas neutre parce qu'à ce moment-là, Partena sera une des plus grandes entreprises en nombre d'employés en Belgique à avoir fait ce changement, ce qui, pour certains, pose aussi certaines questions. Alors, le trajet d'accompagnement, il est le même pour toutes les équipes, c'est-à-dire c'est un trajet qui dure 8 mois, pendant lequel l'équipe quitte la pyramide, rentre en gouvernance, elle est coachée, elle est accompagnée, et puis elle va aussi avoir de l'accompagnement et du coaching sur mesure. Encore maintenant, les équipes sont évaluées au début, au milieu et en fin de processus. Alors, une fois que la transformation est faite, tout ne s'arrête pas parce qu'on pourrait en parler très, très longtemps, mais l'autonomie, la prise de responsabilité partagée, le développement, l'inclusion, sont des thématiques quelque part qui ne durent pas pendant 8 mois. C'est quelque chose qui va nous accompagner pendant tout le reste de notre vie professionnelle. Et donc, c'est clair qu'il y a maintenant tout un programme de développement continu qui est en train d'être mis en place pour tout un chacun, parce qu'évidemment, la transformation n'a pas de fin. Et donc, on peut toujours continuer notre transformation. Alors, les mots-clés internes, il y en a 4 également. C'est la transparence, la gouvernance, la raison d'être et l'autonomie. Alors, je vais essayer de les expliquer tous les 4. Peut-être commencer par l'autonomie. L'idée, c'était vraiment de transformer l'organisation pour avoir des équipes autonomes et interconnectées. Elles sont interconnectées par ce qu'on appelle leur raison d'être, c'est-à-dire leur mission. C'est-à-dire que Partena a une grande mission, entreprendre avec les entrepreneurs, même si en interne, c'est encore un peu plus précis quand même que cela. Et cette raison d'être, elle va ensuite se traduire pour chaque autre équipe opérationnelle. Et donc, on a encore une hiérarchie chez Partena aujourd'hui, mais qui n'est pas une hiérarchie de personnes, mais qui est une hiérarchie de raison d'être. C'est-à-dire la mission de Partena va se retrouver dans la mission des grandes, je veux dire, directions de Partena, et ensuite, la mission de chaque direction va se retrouver dans la mission de chaque équipe opérationnelle. Et donc, on a cette articulation extrêmement dynamique et organique entre les raisons d'être, qui est la nouvelle hiérarchie que l'on peut trouver chez nous. Alors, qui dit autonomie dit inévitablement confusion avec la liberté et avec la démocratie en entreprise. Donc, chez nous, en tout cas, on considère toujours pas plus qu'avant que la démocratie existe en entreprise. Par contre, on promeut l'autonomie et la responsabilité partagée. Mais tout ça se fait dans un cadre qui est clair. Alors, j'ai parlé des raisons d'être, mais au-delà de ça, il y a aussi le mot gouvernance, c'est-à-dire qu'on a un code de gouvernance. Et le code de gouvernance, c'est un peu comme le moniteur belge ou comme le code de la route, c'est-à-dire qu'on a tous le droit de conduire, on a tous le droit d'être sur la route, mais en respectant des règles qui sont communes. Alors, ces règles communes, ce qui est chouette, c'est qu'elles sont construites ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui les a construites, mais tout en chacun dans l'organisation peut aujourd'hui
poser des questions, demander des amendements, demander un ajout d'un élément dans ce code de gouvernance. Et donc, ce code de gouvernance, il n'est pas du tout taillé dans le marbre. C'est vraiment quelque chose qui, lui aussi, évolue avec nous et peut être questionné et peut être amendé par l'ensemble des collaborateurs. La transparence, c'est le dernier pilier de notre nouvelle organisation. Eh bien, on a un outil online que l'on utilise pour tout, qui s'appelle Hola Spirit, qui est un outil assez puissant, qui va à la fois accompagner toutes les équipes dans leur gestion de réunion, mais c'est aussi un outil dans lequel on peut trouver toute une série de documents, toute une série de rapports de réunion. Et vous pouvez vous abonner aux rapports de réunion, par exemple, du comité de direction. Donc, on est vraiment dans un état de transparence totale où tout le monde a accès à tout. Et par rapport à l'organigramme, eh bien non, il n'y a plus d'organigramme chez Partena, ça n'existe plus comme tel. Donc, la pyramide n'existe effectivement plus. Mais dans cet outil Hola Spirit, vous allez trouver un énorme cercle qui est le cercle de Partena, et puis à l'intérieur de ce cercle, un sous-cercle et d'autres sous-cercles. Avant la transformation, on avait 8 niveaux hiérarchiques. Aujourd'hui, on en a 3. Et donc, on a une ligne directe entre le comité de direction et les équipes opérationnelles qui est extrêmement court. Et donc, ça veut bien dire que ce qui est stratégiquement imaginé par rapport aux clients peut être mis en place extrêmement rapidement par les équipes opérationnelles. Alors, dernier élément sur lequel je voudrais quand même attirer l'attention, c'est l'importance c'est quoi l'autonomie finalement. Et pendant la crise, on a eu quand même certains couacs sur la compréhension de l'autonomie parce que, à un moment donné, par exemple, on a rouvert les agences et certains collaborateurs ne voulaient pas rouvrir leur agence parce qu'ils disaient, non, si je suis en autonomie, je peux quand même décider de quoi mon client a besoin. Je connais quand même mieux mon client, moi, à Arlon que toi à Bruxelles, et donc je décide que c'est comme ça. Et donc, c'est toujours à ce moment-là qu'il faut rappeler, non, l'autonomie, elle prend place dans un cadre donné. Et donc, il y a encore une stratégie de groupe, il y a encore une stratégie commune qui est mise en place par le comité de direction. On va ensuite, par ce jeu des raisons d'être, se dire, OK, moi, dans mon équipe, ma raison d'être, ma mission, c'est ça. Et comment est-ce que je vais faire pour atteindre cette mission? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour donner vie à mes objectifs? Quel chemin est-ce que je vais créer? Quel projet est-ce que je vais créer? Là se joue l'autonomie. Et là, chaque équipe va être autonome de déterminer comment elle va s'y prendre, mais toujours à l'intérieur d'un cadre qui est donné. Alors, dernier élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est plutôt les points d'attention, parce qu'en parler positivement, c'est très, très facile, et je pourrais également le faire, mais j'aime bien avoir un minimum d'esprit critique dans cette présentation. Je l'ai dit, la démocratie n'existe toujours pas en entreprise, en tout cas chez nous, on considère qu'elle n'existe toujours pas. À côté de la démocratie, on a plutôt l'autonomie et le cadre. Mais l'autre élément qui n'est pas simple, c'est justement dans cette question de l'autonomie et de la responsabilité partagée. Où commence ma responsabilité? Où s'achève la tienne? Et où se situe la nôtre? Et donc, parfois, on peut observer un certain manque d'ownership, ou en tout cas une difficulté à prendre l'ownership et à rester responsable de ce que l'on fait, parce que parfois, on va considérer que c'est l'autre qui va s'en occuper. Et donc, on n'intervient pas. Et donc, parfois, on peut avoir un sentiment d'une certaine dilution des responsabilités, là où le modèle, à l'origine, promeut plutôt la prise de responsabilité. La transformation a aussi un effet zoom sur tout le monde et sur toutes les équipes. C'est-à-dire qu'une équipe qui, déjà avant la transformation, fonctionnait bien, avait un bon niveau de dialogue, d'innovation, d'entrepreneuriat, etc., va encore mieux fonctionner aujourd'hui. Par contre, une équipe qui est en résistance va continuer à résister par rapport au modèle. Donc, ça veut dire que le modèle ne peut pas être la solution à tout et n'a pas un impact positif sur tout type de problématique. Et donc, ça reste quand même des sujets, pour moi, qui sont évidemment complémentaires, mais qui sont aussi à part les uns des autres. Et puis, dernier élément, il y a la transformation et il y a la perception de la transformation. Et alors là, on est sur un boulevard. C'est-à-dire que ce que l'on peut faire en tant qu'organisation, c'est une transformation de l'organisation. Et on peut mettre en place, et on le fait, toute une série d'activités, de workshops, de coaching pour travailler sur la transformation de l'individu. Mais la transformation de l'individu, elle est éminemment subjective. C'est-à-dire que chaque personne, en fonction de ses croyances, de ses valeurs, de son passé, va évoluer ou résister pour mieux évoluer ensuite, mais à son propre rythme. Et donc, ce qui est extrêmement complexe dans cette transformation, c'est que la transformation de l'organisation, on y est plus ou moins.
Mais la transformation des individus prend beaucoup, beaucoup plus de temps et surtout, elle est à géométrie variable puisque chacun va pouvoir intervenir et évoluer à son propre rythme. Et donc là, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus compliqué encore qu'une transformation organisationnelle. Et surtout, tant que l'individu n'aura pas la perception que son univers a changé, il sera, ou en tout cas il pourra être en résistance. Et donc la question de la perception est vraiment pour moi un enjeu crucial d'une transformation organisationnelle. Voilà ce que je comptais penser de vous dire. Merci mille fois Anne-Sophie d'avoir une fois de plus résumé tout ça dans 15 minutes. Et je pense que c'est un super exemple de voir, on a eu un exemple d'une transformation au niveau d'un département et là au niveau organisationnel. Donc très intéressant. Merci mille fois. Et nous allons maintenant avoir Isabelle Dubois qui est coach mais aussi cofondatrice de Butterfly & Co. Et son rôle sera vraiment d'éclairer les témoignages qu'il y a eu avant avec quelques concepts. Donc Isabelle, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc j'ai la difficile mission d'éclairer avec quelques concepts, tout ça aussi en un temps record. Les deux témoignages étaient évidemment très très riches avec beaucoup de choses. Alors juste vous dire qui moi je suis, je vais essayer de partager et puis vous donner quelques regards. Le but n'est pas de vous dire ah c'est comme ça qu'il faut faire parce que ça n'existe pas. Vous l'avez vu aussi bien avec Diane chez Nestlé qu'avec Anne-Sophie chez Partena ou dans d'autres. Il n'y a pas une manière de faire. Il y aura votre manière à vous de faire. Par contre, avoir des boussoles, c'est-à-dire des guides qui sont là pour vous aider, ça c'est super, super, super important en fait. Donc, juste pour vous dire qui nous on est, est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez mon slide? Oui. Très bien. On a deux parties. Nous, on a une partie école et une partie où on accompagne à la transformation. Pourquoi je vous parle de l'école? Parce que comme Anne-Sophie et Diane vous l'ont dit, il y a beaucoup de choses qui vont être de l'ordre de la posture, du savoir-être, du fait que les gens vont changer. Diane nous a parlé de vulnérabilité, trust, de pouvoir faire tomber les masques. Anne-Sophie aussi nous a dit, tiens, l'autonomie, comment on fait? Où est ma liberté? Où commence ma responsabilité? Où commence la tienne? Donc, il y a quelque chose de l'ordre du savoir-être. Et donc, nous, on les appelle les shift makers, ces gens-là qui sont dans vos organisations déjà maintenant et qui vont pouvoir transformer votre organisation de l'intérieur. Aujourd'hui, les statistiques montrent que 25 à 30% de la population occidentale, plutôt européenne ou en tout cas dans notre culture à nous, est prête à ce changement et y aspire. Et comme le disait Diane, ce n'est pas juste les générations Z ou les générations Y, non, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec l'âge, il y a vraiment un mouvement collectif. Donc là, une des premières questions, ce serait de dire, tiens, vous dans votre organisation, avez-vous repéré les 25%, vous pouvez compter combien ça fait dans votre organisation, de personnes qui sont prêtes à changer. Comment vous faites pour les identifier? Comment vous faites pour leur donner des ressources et pour pouvoir vraiment les mettre à la manœuvre de la transformation? Anne-Sophie nous donnait un très, très bel exemple de dire, on a repéré, on a fait un groupe de transformation, 20 personnes issues de tous les milieux. Nous, on croit beaucoup à cela lorsqu'on fait une transformation. C'est ce qu'on appelle la transformation stracciatella plutôt que la dame blanche. Donc, si vous voulez transformer de la vanille en chocolat, vous avez deux manières de faire. Vous avez effectivement la dame blanche, ce qu'on fait souvent. On va prendre le sillot et puis on va changer. Donc, c'est le chocolat qu'on verse. Voilà. Et puis, à un moment, le chocolat, il se cristallise, il ne va pas jusqu'en bas. Et vous avez la stracciatella, ça, c'est les petites pépites de chocolat. C'est trouver vos shift makers, trouver les personnes qui ont envie de transformer de l'intérieur, en fait. Et nous, on est pour l'option gourmande. On aime bien et la dame blanche et la stracciatella, parce que comme et Diane et Anne-Sophie l'ont dit, le rôle du CEO est super important.
Diane l'a dit, elle a un super CEO qui est supportif. Et Anne-Sophie disait, 2017, une vraie décision de la part de Michel Allais qui va à un moment dire on veut passer ailleurs. Mais ce n'est pas suffisant. Et moi, si j'avais une recommandation, vraiment, c'est la stracciatella, c'est-à-dire trouver ces gens-là, formez-les, donnez-leur de la place pour vraiment pouvoir agir, en fait. Et mettez votre énergie sur les volontaires plutôt que sur les résistances. Voilà déjà pour un premier regard. Je vais arrêter de partager. Est-ce que ça s'arrête? Ça va, voilà. Et voilà, j'essaye de revenir pour vous voir, vous me voyez. Alors, autre chose qui a été dite, qui est super important, c'est mais quand est-ce qu'on démarre une mise en intelligence collective de son organisation? Et vous l'avez vu, et chez Diane et chez Anne-Sophie, il faut qu'il y ait des indicateurs externes et internes. Nous, on est souvent appelés, je le cite parce qu'il vient de le dire, par exemple, Euroclear nous appelle en disant, voilà, on va se mettre en gouvernance collaborative. Et moi, je fais très attention au patron, dont vous faites sûrement peut-être partie, qui à un moment a lu un bouquin et qui dit, mais c'est trop génial, je vais mettre de la gouvernance partagée, en plus, ça va me faire des vacances, ils vont décider par eux-mêmes, parce que moi, de toute façon, je suis crevée, j'en peux plus, allons-y. Et puis, de toute façon, tout le monde a l'air de faire ça, donc allons-y. Moi, j'ai toujours attention, ce n'est pas évidemment suffisant. Il y a eu cet effet de mode. Alors, nous, ça fait 15 ans qu'on parle de gouvernance partagée, donc évidemment qu'on y croit, mais ce n'est pas bon dans tous les cas, avec toutes les entreprises. Non, il faut que vous regardiez. Donc, quels sont les indicateurs externes et internes? Les deux. C'est-à-dire, vraiment, il faut que vous ayez pas une burning platform spécifiquement, mais en tout cas des indicateurs forts. Anne-Sophie nous le disait très bien, elle avait des clients, elle avait du turnover, il y avait des choses. Diane nous disait aussi, moi j'ai mon boss qui est parti, on l'aimait beaucoup, là on était face à une vraie difficulté. Et ça, c'est vraiment important. Donc trouver les raisons de cette transformation. Parce qu'une transformation, ça coûte en fait. Ça coûte en énergie, ça coûte en argent. Pour vous donner des idées, 3 à 5 ans, c'est minimum. Anne-Sophie nous disait qu'elle avait démarré en 2017. Voilà, et donc il n'y a plus, donc elle pourra retémoigner. Diane également. Donc c'est 3 à 5 ans minimum et comptez à peu près 1 000 € par collaborateur par an. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez dépenser 1 000 € en consulting, ce n'est pas ça que je veux dire, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la bande passante chez vos personnes pour qu'elles changent. Si vous leur demandez, s'ils sont déjà à 120% et qu'ils savent, ils ne peuvent pas libérer 1 heure de leur temps, qu'il n'y a vraiment pas de bande passante, mais qu'il n'y a pas non plus de ressources pour prendre du temps pour faire ça, parce que pendant qu'ils vont faire ça, ils ne vont pas faire autre chose. Et donc, ça coûte de l'argent, ça coûte leur salaire, en fait. Et puis, moi, quand j'accompagne, il y a des gens qui quittent aussi l'entreprise. Il y en a qui vont rester, parce qu'au contraire, c'est génial et ils vont s'y retrouver. Mais il y en a aussi certains qui vont dire, attends, non, mais moi, c'était pas ça mon contrat. Hein. Moi, mon contrat, c'était je viens, j'exécute, et c'était très bien, parce que j'ai ma vie à côté de l'entreprise. Donc, ne croyez pas que, et vous l'avez dit aussi Anne-Sophie Diane, que ça va être « Oh, c'est génial, super, gouvernance partagée, je vais être autonome demain ». Nous n'avons pas été éduqués comme ça, en fait. Nulle part, on a appris à coopérer, prendre une décision collective. Nous, voilà, on fait ça. Ou la confiance, comme ça a été dit. Nous, on met les gens dans la pièce, on dit « Ah, c'est quoi les valeurs ?» Ah, collaboration, coopération, confiance. OK, on les met en situation, on les met dans un jeu. 9 cas sur 10, et je suis gentille quand je dis 9, mais c'est pas ça qu'on fait. C'est pas ça qu'on fait parce qu'on n'a pas été éduqués. On n'a pas été éduqués à ça ni à l'école, ni à l'UNIF, ni dans nos entreprises. Décider collectivement, dans le meilleur des cas, vous avez un tour de parole, on écoute et puis on vote. Voter n'est pas décider collectivement. Donc ça, c'est vraiment important. C'est ce que Diane a dit aussi, c'est qu'il faut éduquer les gens. Il faut les accompagner. C'est une des leçons qu'elle a tirées. Et donc, lorsque je vais décider de dire, OK, je vais passer dans un autre mode de fonctionnement, il me faut mes indicateurs, il me faut des ressources, il me faut du temps. Si l'entreprise est en crise, par exemple, moi, je déconseille d'entamer cette transformation-là à ce moment-là. Il faut d'abord gérer la crise et le mode top-down
être très bon quand il y a des crises. Nous, on défend, on a 3 styles, et de management et de type d'organisation. Si vous voulez d'ailleurs aller tester votre style, vous pouvez aller voir sur notre site, on a des petits tests complètement gratuits, vous pouvez aller voir. N'oublions pas que ce qu'on appelle le style 1, qui est le style directif, est aussi très bien dans certains cas. Donc, nous, on voit 3 styles. Il y a le directif, il y a le participatif et le collaboratif, qui est encore autre chose. Et nous, c'est vraiment une éducation. Et apprenons à naviguer avec les 3 styles. Apprenons à regarder ça avec bienveillance. Parfois, oui, c'est très bien d'avoir de la directivité. Si l'entreprise est en crise et qu'il faut revenir à un moment à de la directivité, mais oui, faisons-le. Sauf que les gens auront une maturité qui sera suffisante pour comprendre qu'à un moment, mais oui, s'il y a le feu dans la pièce, je ne vais pas commencer mon mode collaboratif, quoi, en fait. On va désigner une personne qui va dire go. Et par contre, effectivement, ça ne peut pas être mon style exclusif. Et donc, avoir du style participatif et collaboratif, qui est encore autre chose, est aussi très bien. Donc, voilà, regardez, moi, j'aime bien l'idée de dire, est-ce que moi, vraiment, mon entreprise, elle est prête? Est-ce qu'il faut que j'y aille? Et est-ce qu'il faut que j'y aille à fond en mode collaboratif? Ou est-ce que je peux peut-être prendre un mode participatif? Ou est-ce que je peux garder un mode directif qui soit plus souple? À l'inverse, moi, j'ai des entreprises qui sont en mode très, très collaboratif, parfois dans le non-marchand, enfin, j'en ai une en tête, je ne vais pas la citer, et on a fait l'inverse. Elles étaient dans un mode ultra collaboratif, mais pas du tout structuré. On confond ça aussi. Le mode collaboratif est un mode très, 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 très structuré. Anne-Sophie le disait très bien, il faut un cadre, il faut des règles, il faut des repères aux personnes. Sinon, ça ne marche pas. Et là, moi, j'étais dans une organisation non marchande où c'était un peu, oui, c'est collaboratif et on peut un peu décider comme on veut. Résultat, on a dit, non, on va revenir à du très, très structuré. Et quand on aura intégré ce mode-là, on pourra repasser à un mode collaboratif. Donc, tout ça pour vous dire, regardez avec souplesse, regardez le style. Tout n'est pas adopté. Ne tombez pas dans cet effet de mode aujourd'hui. D'abord, d'ailleurs, moi j'aimais bien les questions sur les exemples. Il n'y a pas encore des centaines et des milliers d'entreprises qui sont dans les styles collaboratifs. Et même celles qui ont démarré, ce sont des pionnières. Donc, il faut du temps. Alors, il existe plusieurs livres. Si vous voulez, moi, vous pouvez m'écrire, je vous en donnerai. Un qui est très, très bien pour l'instant, c'est Corporate Rebels, que vous connaissez peut-être. Et donc là, vous allez retrouver des exemples. Certains l'ont cité, Burzok et d'autres. Moi, j'aime bien ça. Mais voilà, c'est des entreprises pionnières. On est seulement en train maintenant de théoriser ce qu'il se passe. Donc, vous pouvez lire tous les livres que vous voulez. Génial. Faites-vous accompagner. Oui, parce que évidemment qu'il y a des gens qui ont déjà essayé des choses et il y a des gens qui vont pouvoir vous aider. Mais après, moi, j'aimais beaucoup ce qu'Anne-Sophie disait, c'est une coopération entre de l'interne et de l'externe. Trouvez votre propre modèle. S'il y a une entreprise qui vient chez vous, qui vous accompagne en disant « Ah, mais c'est facile, voilà les 10 étapes, et voilà la 1, 2, 3, 4, et vous allez faire ça et ça va marcher », moi, je me méfierais. Parce que c'est contraire même à l'esprit. L'esprit, c'est de trouver votre modèle et de faire émerger des choses. Donc ça, c'est vraiment très, très, très... C'est vraiment quelque chose de super important. Dernière chose, pour terminer sur les 2 minutes, de quoi on doit s'occuper quand on fait une transformation. Et nous, on aime bien d'avoir un petit modèle intégratif. Si j'arrive à avancer, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, je vais le faire comme ça. Certains ont dit, et je voyais des confrères dans la salle dire aussi, ah ben oui, on s'est occupé du management, de la culture, de la gouvernance. Oui, pour moi, il faut, quand on entame une transformation, le faire de manière intégrative. Donc, c'est-à-dire, si vous imaginez, vous prenez un axe vertical avec au-dessus l'individu seul et puis le collectif en bas. Et puis, vous prenez un axe horizontal avec tout ce qui est invisible à gauche, le soft skills, le psychologique, la posture. Et à droite, tout ce qui va être de la performance, le résultat, le visible. Eh bien, ça va créer 4 cadrans, en fait. Et ces 4 cadrans, c'est quoi? Eh bien, il va y avoir effectivement une posture en haut à gauche. Donc, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de
mon CEO, mon management, comment je suis, mon mindset, il faut y travailler. Et c'est très individuel, effectivement. Diane et Anne-Sophie vous l'ont dit, et chacun ne va pas avancer au même rythme. Mais par contre, vous avez l'obligation d'aller vous occuper du mindset. Ce n'est pas suffisant de le faire individuellement. Il va falloir toucher à votre culture d'entreprise. Beaucoup de mots ont été mis, confiance, transparence, autonomie. Tout ça, il y a des processus pour mettre ça en place et ça marche, oui, bien sûr. Mais il faut que vous vous occupiez de la culture. Ça, c'est tout le côté soft. Et il y en a qui adorent, il y a plein de coachs qui vont s'occuper que de ça. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir aussi aller regarder les modes de gouvernance et les rôles, comment on le fait. Et ça, c'est souvent les consultants qui viennent le faire. Et moi, j'aime bien l'idée de dire, attention, il faut que vous ayez quelqu'un qui va vous aider des deux côtés. Sera, c'est typiquement des modes de gouvernance. C'est comment nous faisons ensemble. Hola Spirit, que vous citez à Sophie, c'est un modèle, un outil qui vous aide à soutenir ça. Diane nous parlait des rôles plutôt que des fonctions. Donc oui, il faut que vos modes de gouvernance soient alignés. Pour vous donner un simple exemple, tant que vous n'aurez pas touché à votre rémunération, ça va être compliqué. Si par exemple vous dites nous sommes coopératifs et nous devons tous travailler ensemble avec la coopération, mais qu'à la fin de l'année, dans les bonus, vous avez votre bonne vieille courbe de Gauss avec des bonus individuels où il y a un meilleur, eh bien tout ce que vous aurez fait au niveau de votre culture, eh bien elle va être mise à mal et les gens vont être dans de la méfiance et ne vont plus oser y aller. Donc, il faut un alignement de la gouvernance et un alignement de la culture. Et il faut un alignement au niveau du mindset, donc du être et du faire. Il ne suffit pas de dire, moi j'ai connu trop de CEO qui disaient oui, oui, nous allons faire de la gouvernance partagée, mais qui ne se remettaient pas en question. Or, il faut qu'eux-mêmes se remettent en question. Comme l'a très, très bien dit Diane, elle a dit, waouh, moi, mon rôle de manager a changé fondamentalement. On le dit tous, et moi, je suis cofondatrice de Butterfly, donc je l'enseigne, je le dis, mais quand moi, je suis confrontée avec mes équipes, je peux vous dire que je me prends des claques, mais monumentales, quoi, en fait. C'est un vrai travail, et moi, je suis moi-même accompagnée par un coach, par un superviseur. On a vraiment besoin d'être accompagné parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans nos gènes. Voilà, j'ai fini mes 15 minutes. Je vais laisser les questions-réponses. Super bedankt, Isabelle. Jullie hebben het dus goed begrepen dat we vandaag een beetje breed wouden kijken van wat mogelijk is. Dus het gaat van inderdaad transformatie van de bestuursorgaan, zou ik zeggen. Ook met Hannes, dus van de statuten zelfs. Tot meer strategische, operationele verandering. Dus alles kan. En wij, eigenlijk onze bedoeling was echt om te tonen dat er meerdere manieren zijn om transformatie te voeren, maar dat het einddoel, de doelstelling daarachter is altijd om de werknemer, de werkers centraal te zetten. Je pense que ça a été un peu dit et redit quand vous avez entendu aussi les raisons qui ont mené à la transformation chez les uns, chez les autres. C'est souvent l'idée toujours de finalement redonner sa juste place, si on peut dire, aux travailleurs, lui permettre de participer aux prises de décision aussi pour justement susciter la prise d'initiative, la prise de responsabilité, comme Anne-Sophie l'a dit, c'est l'idée et parfois c'est dans la réalité un défi également. Donc c'est ça vraiment qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui. On va passer aux questions parce qu'il y en a eu pas mal dans le chat. Et je vais reprendre peut-être pour commencer la question de Jean-Michel. Je pense que c'est à Anne-Sophie. Comment avez-vous mesuré le succès de votre transformation, à la fois en interne auprès des collaborateurs et en externe vis-à-vis de vos clients? Ik weet niet of het duidelijk genoeg is, Anne-Sophie. Oui. À toi la parole. Alors, on n'a pas encore fait de mesures sur l'ensemble de nos clients. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore communiqué totalement au niveau marketing par rapport aux nouveaux business models qui sont ensuite en réalité la conséquence de la transformation. Donc, tous nos clients ne sont pas encore au courant qu'on est en transformation. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on fait de manière trimestrielle des sondages NPS sur nos clients. Et lors de ces sondages NPS, bien, on a ajouté des questions
liées à la manière avec laquelle on sert les clients et avec laquelle, justement, les mots que j'avais mis au départ, les mots-clés externes, flexibilité, proximité, agilité, on va aller sonder si nos clients sont satisfaits de nous sous ces angles-là. Et dans nos clients, on a malgré tout déjà averti certains clients qu'on était en transformation. Et donc, dans ces sondages, on a toujours deux groupes. Un groupe de clients qui est au courant de la transformation et un groupe de clients qui n'est pas au courant de la transformation. Et donc, ça nous permet de voir s'il y a une perception ou pas de perception de cette transformation et de cette nouvelle organisation interne avec destination externe. Voilà pour les clients. Je ne sais plus, Catherine, si la question portait aussi sur l'interne et les collaborateurs. Oui. Alors pour les collaborateurs, pareil, on fait un INPS trimestriel sur l'ensemble des collaborateurs qui ne porte pas exclusivement sur la transformation, mais la transformation est toujours adressée dedans. Et par ailleurs, dans le trajet des 8 mois, comme je le disais, il y a différentes évaluations en démarrage sur leurs attentes essentiellement, en cours sur leur perception, sur leurs acquis et en fin de processus des 8 mois. Merci Anne-Sophie. Nog een andere vraag voor Partena Professional in het Nederlands. Hoe is de raad van bestuur bij Partena samengesteld? Is er geen specifiek vertegenwoordiging van de werknemers? Nou, normaal gezien, maar het is nog niet gedaan. Normaal gezien, ja, dat is een beetje een heel belangrijke vraag, maar het is moeilijk om een korte antwoord te geven. Dus de rol van manager bestaat niet meer als is. Bij Partena, we hebben een duo-rol. Dus er is één rol die zal een beetje de missie van boven naar beneden brengen. En er is ook een rol binnen elk team die zal een beetje de gezondheid van het team laten kennen naar boven. En dus dat is een manier om te weigeren dat als er is een slechte communicatie of een slechte sfeer binnen een team, soms hebben we een manager die zal een beetje niet laten kennen de werkelijkheid van zijn team aan zijn bovenliggende bijvoorbeeld. En dus om dat niet te hebben bij Partena, hebben we altijd 2 personen voor wat ik zou zeggen de oude rol van manager. Dus we hebben wat we noemen een leadling, dat is meer degene die toch de strategie in zijn handen hebt. En we hebben een repling die de gezondheid van het team, en dus ook de gezondheid op vlak van de strategie, is de strategie haalbaar bijvoorbeeld voor het team. En dus we hebben altijd een leadling en een repling voor alle teams. En normaal gezien is het voorzien om ook een repling, dus een vertegenwoordiger van het team, te hebben binnen raad van bestuur. Dus normaal gezien hebben we in elke team zo'n systeem. En dat bestaat al nu tot en met de directiecirkel. De directie, ja, we hebben geen meer team, maar cirkel. Maar dus het directieniveau, daar bestaat er. Maar normaal gezien, vanuit het directieniveau moeten we 1 vertegenwoordiger in een repling hebben voor de raad van bestuur. En dat is op het menu van 2022. Dat is nog niet af op dat vlak. Dus ik hoop dat mijn antwoord, dat is een super, ja, zoals ik heb het gezegd, super interessant, maar het is echt moeilijk om te antwoorden en precies te zijn, want ik heb niet alles over de leadling en repling uitgelegd, want het was een beetje moeilijk in 15 minuten om daarover ook te babbelen, maar ik hoop dat mijn antwoord duidelijk is. Ja, ik denk van wel, hè. Ik veronderstel. Ja, oké. Een laatste vraag misschien ook nog voor Anne-Sophie. C'est concernant vos workshops que vous avez développés en interne. Et le partenaire, si j'ai bien compris, c'était un partenaire externe. Peut-être en 1 minute, juste expliquer brièvement. Donc effectivement, on a un partenaire... On a un partenaire externe, on avait été en contact avec Butterfly, mais la décision, voilà, c'est pas moi qui prends les décisions, et donc ce n'est pas avec Butterfly qu'on travaille, mais avec une autre structure qui est également engagée en management collaboratif. Et donc, l'idée, c'était inévitablement, à l'origine, la connaissance de la gouvernance collaborative et l'expertise, elle était chez le partenaire externe. Et l'idée est, au fur et à mesure de la transformation, d'implémenter cette connaissance en interne également. Et donc, on a une équipe interne dédiée exclusivement à la transformation qui travaille
au quotidien là-dessus. Et donc, ils ont à la fois le côté people et ils ont le côté business. Donc, on a vraiment les deux transfos, comme je le dis depuis le début. Et les workshops, ils sont en gros les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a à la fois des workshops d'équipe pour apprendre la gouvernance, pour apprendre la méthodologie des réunions, des projets. Et puis alors, on a également des workshops sur la communication non violente. Il y a des workshops sur le team spirit. Il y a des workshops, chaque équipe va avoir une charte d'équipe. Donc, il y a un workshop pour élaborer sa charte d'équipe. Il y a un workshop stratégie et objectif. Donc, c'est le lien que j'appelais hiérarchique tout à l'heure, de raison d'être à raison d'être. Et donc, si la stratégie qui vient du cercle englobant est celle-là, comment est-ce qu'on la traduit pour nous? Il y a des workshops pour que les collaborateurs fassent plus de business case et donc prennent davantage en main le côté extrêmement stratégique et opérationnel des choses. Et donc, ça fait partie du package des 8 mois qui sont proposés, mais après, on a créé une académie en interne, et donc après, pendant les 8 mois et même après les 8 mois, il y a toute une série de formations qui sont proposées à tout le monde tout au long de l'année et auxquelles tout un chacun peut prendre part pour se former sur un topic ou sur un autre. Merci beaucoup Anne-Sophie. Je ne vois pas d'autres questions. Is nog andere vraag? Of misschien, Diane, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur les questions posées? Tout d'abord, j'ai trouvé les partages très intéressants et c'est vrai que l'approche Partena est déjà bien structurée et on sent bien le fil rouge, etc. Donc, c'est pour nous, enfin pour moi en tout cas, intéressant aussi de l'écouter parce que nous, on est encore un peu dans l'improvisation sur beaucoup de choses. Voilà, en tout cas, merci. Oui. Mais c'est pour ça que c'était important pour nous de montrer, comme l'a déjà dit Catherine, différentes manières de commencer l'implémentation. Et comme j'ai mis dans le chat, il va y avoir une autre session le 9 mai avec d'autres témoignages. Er zal een andere sessie met andere organisaties die zal komen en verbinden de ervaring. Et au mois de septembre, on va commencer un trajet d'apprentissage, de partage avec les organisations qui ont déjà commencé afin de pouvoir grandir ensemble et partager les bonnes pratiques et les challenges. Merci à vous tous et vous toutes. C'est un trajet qui est un challenge et un apprentissage, même pour nous. D'avoir fait une session interactive et diversifiée en termes d'orateurs a aussi été un challenge. Donc, je pense qu'on est tous sur le chemin de l'apprentissage. Donc, merci à tous et on vous invite à partager pour faire un peu dans WooClap votre sentiment après cette session du Hoeveel des sessies. Ionard des ECC. Et encore merci à nos orateurs, Hannes, Diane, Anne-Sophie et Isabelle. Ja, we blijven natuurlijk ook open. Moesten jullie nog vragen hebben, zijn denk ik de sprekers nog beschikbaar achteraf, eventueel per mail of zo. C'est, comme l'a dit Glantine, je pense un sujet où beaucoup encore se cherchent, ou cherchent encore leur méthode, leurs mécanismes qu'ils ont envie d'utiliser. Dus daarom dat we het ook bij de Shift een beetje breed wilden aankaarten. Maar dus we maken graag de link naar sprekers. We zullen ook op onze website dus een bibliotheek hebben. Voor die thematiek, met allerlei... we zullen proberen om artikels en tools te delen met jullie. Donc on essayera vraiment entre les sessions. Le but est aussi d'enrichir notre site web avec des outils ou des références qui peuvent être intéressantes, notamment des lectures ou voilà. Rien ne vaut, comme l'a dit Isabelle, rien ne vaut l'expérimentation. Ik denk dat iedereen zijn eigen model moet, of een model moet aanpassen aan zijn eigen organisatie. Maar het is wel inspirerend om toch van anderen te lezen en te horen. Dus dat is echt onze bedoeling vandaag. En op 9 mei dus de volgende sessie, een beetje hetzelfde, ook breed gezien met verschillende getuigenissen.
Op 9 mei zullen we ook een Young Challenger hebben, die dus een beetje de sprekers zal komen uitdagen ook. Dus nog zeker in uw agenda te zetten. Je lis pas mal de mots enthousiaste, verrijkt, geïnspireerd, vol énergie. Voilà, le futur commence maintenant. On espère, effectivement, si ça n'a pas encore démarré. Il est grand temps. Dus benieuwd naar de komende feedback van jullie allemaal. En we delen graag nog de opname, zoals gezegd, en de presentaties ook. Blijkbaar morgen nog door naar iedereen. Moesten we iets vergeten hebben, laat het zeker weten. Voilà, nog een fijne dag. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci, au revoir.